Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves, déclarait Nelson Mandela. Sur les 53 fédérations nationales de la Fédération internationale de basketball Afrique, entendée FIBA Afrique, se trouve le Cameroun depuis 1965. Sport de balle et sport collectif opposant deux équipes de 5 joueurs sur un terrain rectangulaire. Le basketball se pratique exclusivement à la main. Il est aujourd'hui l'un des sports les plus pratiqués au monde avec plus de 450 millions de pratiquants. Statistique de 2013. Au Cameroun, cette discipline est en plein essor depuis quelques années et l'un des précurseurs de cette discipline n'est autre qu'un ancien athlète, Yves Tchala, puisqu'il s'agit de lui, ancien pratiquant de basketball, aujourd'hui président de la Ligue régionale du Centre et expert FIBA Afrique, nous ouvre son jardin secret pour un échange convivial et surtout courtois en ce qui concerne cette discipline. Bien le bonjour à tous et bienvenue à cette autre émission sur les traces sur Mboa Sport TV. Mboa Sport qui va au-delà de la passion, vous l'aviez certainement compris pour notre magazine. Il est avec nous, on va d'ailleurs l'accueillir. Yves Tchala, président de la Ligue régionale du Centre, membre de la Fédération camerounaise de basketball et expert FIBA Afrique. Bien le bonjour. Bonjour Christophe et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, Yves Tchala, aujourd'hui vous êtes l'un des maillons forts du basketball au Cameroun, l'un des pionniers pour la jeune génération qui commence à pratiquer cette discipline. Parlez-nous déjà de quoi il s'agit le basketball pour les non-pratiquants ou les non-adeptes du basketball. Il s'agit de quoi en fait? Bon, voilà, on va dire que c'est une discipline sportive qui a été inventée par un pasteur, en l'occurrence le pasteur canadien Naismith, qui à la base est un sport de non-contact, même si aujourd'hui il est impossible de pratiquer le basketball sans les contacts, mais les contacts les plus violents ou les plus durs sont sanctionnés et c'est un peu l'esprit du basketball. Alors l'idée c'était d'inscrire le ballon, de placer le ballon dans une corbeille avec élégance et donc c'est resté ça à la base avec un système de nombre de points en fonction donc des paniers qui sont marqués avec une délimitation à 3 points qui est intervenue au début des années 80 parce que ça n'avait pas toujours été le cas et donc l'équipe qui marque le plus de points a remporté la rencontre. Voilà, aujourd'hui vous êtes expert FIBA Afrique pour cette discipline qui est en plein essor au Cameroun après quelques années de disette. Yves Tchala, on parle de vous, vous êtes un homme, d'ailleurs un enseignant, pour ne pas le citer, mais Yves Tchala c'est un ancien pratiquant. Comment est né cet amour du basketball? Bon, il faut dire que c'est familial. Hein. Nous sommes 9, nous étions 9 parce que j'ai un grand frère qui est décédé et je suis le dernier de la famille. Et avant moi, pratiquement tout le monde a pratiqué au plus haut niveau, à telle enseigne qu'on se demandait quand est-ce que moi j'allais commencer. Et d'ailleurs, j'étais même très gêné au début quand je commençais parce que dès que je disais je m'appelle Tchala et les coachs regardaient, oui, c'est le petit frère de Jean-Claude, de Francis, d'Achille, de Gérard, parce que en fait, tous mes grands frères et une de mes grandes sœurs ont joué, ont pratiqué le basket au haut niveau. Et je veux dire que c'était pratiquement naturel que j'arrive dans la discipline, mais ce n'a pas été aussi facile parce que eux, ils ont appris à jouer à Berthois quand mon père était en fonction là-bas, au niveau du lycée de Berthois avec le coach Céline Vondon. Après, on a déménagé. Moi, j'y suis né, mais j'étais tout petit, donc j'ai pas commencé là-bas. Il a fallu qu'on soit dans le quartier des Sosses, à côté du lycée bilingue. Et avec ce terrain qui a été mis sur pied au lycée bilingue, qui a donc permis que nous fassions nos premiers pas. Et j'étais encouragé en cela par les voisins, notamment les frères Toumou, qui ont marqué le basketball ici au Cameroun, ou les Mylène Chalano, etc. Et donc, on avait ce groupe-là
qui s'est constitué et c'est comme ça qu'on a commencé à jouer. D'ailleurs, on a un projet aujourd'hui pour bien réhabiliter ce terrain pour essayer de rendre ce que ce terrain nous a apporté. C'est naturellement comme ça que les débuts se font au niveau du basketball, de la pratique du basketball. Mais les débuts pas assez faciles pour vous. Il faut concilier éducation, études et naturellement le sport. Mais vous parvenez à vous en sortir. Comment ça s'est passé, votre adhésion dans d'autres équipes et naturellement dans le championnat national? Alors, j'obtiens ma première licence de basketball en 89 pour le championnat national junior d'Ebolova avec l'équipe de Challenger où je m'avais effectué les tests et je suis retenu et immédiatement on va au championnat national Ebolova. Et puis après, la carrière continue à se développer. Je reste un peu plus dans cette équipe de Challenger junior avant de basculer vers le Youk junior et avec ce Youk-là, on est champion du Cameroun junior. On est une année en avance au junior parce que là, j'ai encore 17 ans, mais on nous surclasse pour aller en senior. Et là, je vais dans un très grand club qui est Dream Store où on fait le doublé dès l'année 92. Et puis après, je vais dans le Youk. Et enfin, je vais à la garde présidentielle où on atteint tous les plus grands sommets au niveau national. J'ai le plaisir aussi de participer à une Coupe d'Afrique junior. Je suis sélectionné pour l'équipe nationale junior en 94. Et ensuite, pour les seniors, à l'occasion des éliminatoires des Jeux africains de Johannesburg 99. Après la garde présidentielle, je joue à la CNPS. CNPS, je termine ma carrière dans les FAP dans la saison de 2003. Et c'est à partir de là que je laisse le terrain pour devenir effectivement un encadreur. Exactement, c'est une carrière riche parce que vous avez parcouru plusieurs clubs ici, mais des clubs qui vous ont tenu à cœur. Il y a naturellement le Youk Basketball et naturellement la garde présidentielle, vous remportez et ça vous permet d'accéder à l'équipe nationale junior. Racontez-nous comment vous viviez ces différents événements qui surviennent dans votre jeune carrière, parce que vous étiez encore très jeune à cette époque-là. Votre jeune carrière, comment vous viviez cela et concilier en même temps les études et la vie familiale où on vous imposait naturellement de continuer vos études et pratiquer cette discipline? Oui, et c'est ça qui est bien quand même avec le basketball, c'est que les heures d'entraînement, de match étaient en dehors des heures scolaires. Ça nous permettait de pouvoir faire les deux, mais il fallait être extrêmement discipliné parce que on avait moins de temps de loisirs. Il fallait s'entraîner dur, minimum 3 fois par semaine avec le club, mais il fallait compléter avec les entraînements individuels et tous les week-ends, il y avait les matchs. Donc, ça diminuait vraiment le loisir. On n'avait pas le temps de beaucoup traîner parce que il fallait travailler durement pour les deux. Et je voyais ça avec mes amis footballeurs avec qui on partageait les bancs en seconde, en première, notamment Imandi qui jouait dans le TKC, qui était mon voisin de banc et qui avait toutes les difficultés parce que lui, il allait jouer le week-end au nord. Il n'arrivait pas ici avant mardi et il avait entraînement tous les matins et à 16h. Donc, il pouvait pas suivre les cours normalement. Il essayait de copier chez moi, mais c'était pas évident. Et on se disait que bon, nous, au basket, on a cet avantage-là, au moins, de pouvoir mieux suivre les deux. Et donc, ça a continué comme ça. C'était plus difficile avec la garde présidentielle parce qu'on avait souvent des longues périodes de stages bloqués où on était au camp de la garde présidentielle pendant plusieurs semaines et il fallait en même temps aller en cours à ce moment-là jusqu'à l'université de Soie. Donc, c'était pas évident, mais on arrivait à concilier tout ça et c'était intéressant pour nous de pratiquer cette discipline au plus haut niveau national, de jouer contre des adversaires de très grand niveau. Aussi, ce plaisir de la compétition là, c'était extraordinaire et pour rien au monde on voulait remplacer cela. Voilà, vous faites votre carrière
petite carrière et même riche carrière, vous décidez désormais d'entrer dans la gestion, dans l'administration de cette discipline. Comment s'est fait la transition? La transition s'est faite naturellement à travers un projet qui s'appelait Kosangwe, qui était porté justement par Joe Tuomu, ami d'enfance, effectivement, voilà, de Kosangwe. Et donc, Joe me contacte lorsqu'il a l'idée de son premier camp de basket en 2004 et il me dit, bon, moi je suis aux États-Unis, je peux me battre ici pour faire un certain nombre de choses, mais j'ai besoin de quelqu'un sur place pour coordonner l'ensemble du projet. Je lui dis, ça tombe bien, moi j'ai arrêté de jouer, je suis volontaire pour ce projet. Et c'est comme ça qu'on lance Kosangwe avec le premier grand camp de basket qu'on organise ici d'une semaine au collège en 2004. C'est un camp extraordinaire qui a permis d'avoir plein de joueurs talentueux qui d'ailleurs ont enchaîné avec l'équipe nationale junior où ils sont allés être vice-champions d'Afrique à Dakar contre les Nigériens. Ils perdent d'un point, c'est la génération des Francs Dongo qu'on va retrouver en équipe nationale plus tard pour Mbouli Patrick. Donc c'est eux, la première génération de camp Kosangwe 2004 et aussi du côté des filles avec les Ngano Siloises, toutes ces filles-là qui vont devenir des grandes joueuses après. Et on continue le projet chaque année avec ce camp-là jusqu'en 2009. Mais entre-temps, parallèlement, en 2009, justement, je suis élu à la Ligue régionale comme premier vice-président, déjà dans le bureau. Entre-temps, pour des raisons professionnelles, je rejoins l'Université de Douala en 2010, où là-bas, la DASA me prend aussi, me copte, parce que l'atelier basket était vide. On dit, bon, vous n'êtes pas venu ici pour le sport, mais compte tenu de votre expérience et expertise, on a besoin de vous pour restructurer l'équipe de basket. Et c'est comme ça que je deviens coach aussi de l'équipe de l'université que je conduis d'ailleurs aux Jeux universitaires en 2011-2012. Et c'est en ce moment-là qu'on affilie aussi l'équipe de l'université de Douala en championnat d'élite, donc entre 2011 et 2012, qui se constitue. Et donc j'ai la chance aussi de ce côté-là de participer à la naissance de ce projet. Et puis naturellement, je m'arrête là-bas en 2013 parce que je suis élu au niveau de la tête de la Ligue régionale et donc avec d'autres missions, d'autres charges, et ce qui fait que je me consacre uniquement à ce moment à la Ligue régionale et donc depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, j'en suis le président. Aujourd'hui, vous êtes président de la Ligue régionale du Centre depuis 2013, vous le disiez tantôt. Les activités marquent votre temps de jeu, si on peut le dire ainsi, dans cette circonscription, dans cette instance régionale du Centre. On a vu un engouement, vous avez ramené une sorte de formation à la base des jeunes basketteurs. Et cet engouement, aujourd'hui, on peut totaliser qu'il y a plusieurs équipes jeunes, plusieurs centres de formation qui sont nés. Qu'est-ce qui vous a motivé à redonner goût aux enfants? Parce qu'il faut le dire, le basket avait déjà un peu connu un recul. Les gens sont intéressés au football, à d'autres disciplines pour ne pas les citer. Mais le basket, lorsque vous prenez les rênes de la Ligue régionale, vous marquez votre pas avec l'organisation des compétitions. Dites-nous un peu comment vous parvenez à vous organiser et à permettre à cette jeunesse de pouvoir s'exprimer et éclore leur talent. On est parti d'un constat, mon équipe et moi, on s'est rendu compte que on commençait la compétition un peu tard. Partant de nos expériences personnelles même, on commençait la compétition en junior. Donc, on disait U18. Moi, je suis assez précoce parce que je commence 14-15 ans en junior. Mais c'était difficile. On était lancé directement dans le bain de la compétition à cet âge-là. Et beaucoup n'ont pas pu franchir ce cap-là parce que ils n'ont pas pu résister au public, etc. Parce qu'il n'y avait pas un apprentissage par rapport à ça. Et on s'est rendu compte que c'était un peu tard par rapport à d'autres pays
pays, d'autres continents où la compétition commençait plus tôt. Et c'est ce qui nous a vraiment amené à aller à la base, à restructurer les écoles et à lancer les compétitions plus tôt. Et on s'est donné ce défi. On a donc commencé avec les U10, U12, etc., U14. Donc la compétition commence à cet âge-là. Les enfants apprennent déjà, même si ce n'est pas aussi solide que des catégories supérieures, mais ils se familiarisent déjà avec les arbitres, avec le public, à s'habituer à voir les parents qui les regardent jouer dans un contexte de compétition, et c'est la base. En plus, ça permet de fixer des fondamentaux collectifs, parce que vous avez des groupes qui naissent, des gens qui commencent à U10, ils jouent ensemble à U12, à U14, donc naturellement quand ils arrivent à U18, c'est des équipes solides qui sont constituées. Nous, on arrivait directement à U18, chacun sortant. L'exemple type, c'est avec la joueuse Ombanyang. Je l'ai vu exactement. C'est le prototype de votre essence. Yves Tchala, vous êtes aujourd'hui, pour ne pas dire la Ligue régionale du centre, c'est l'un des piliers principaux du basket au Cameroun. C'est la voie, c'est la clé de voûte pour le basketball. Et à part les compétitions que vous organisez pour la Ligue, il y a d'autres activités qui sont autour. La formation, des camps de formation. Comment, la question revient, parce qu'on se demande comment vous faites pour que tout cela permette à cette jeunesse de rester toujours au diapason de cette discipline et au contact des aînés qui sont allés chercher fortune à l'extérieur. Oui, parce que je pense que pour que le basketball se développe, il y a plusieurs piliers. Comme tu viens si bien de le dire, il y a la compétition, le fait qu'on se frotte aux autres, mais il y a aussi la formation. La formation, c'est la formation des athlètes, évidemment, mais aussi des formateurs, parce que c'est la clé aussi de la discipline. Là, il faut que vous ayez des bons formateurs un peu partout pour que les talents soient encadrés et se développent. Donc, il y a ce pilier. Après, il y a les infrastructures, naturellement. Et puis, il y a le matériel. Donc, ces 4 piliers vont ensemble pour que on puisse développer la discipline. Et c'est ce qu'on a essayé de suivre un peu partout, de mettre en place. Et avec ça, on a, je pense, amélioré la qualité, l'offre qualitative, mais aussi quantitative en termes de licenciés, donc de pratiquants de haut niveau. Des gens qui ne jouent pas simplement pour le loisir, mais qui jouent pour la compétition. Donc ça, c'était fondamental, et ce sont ces piliers-là qu'on essaye de développer. Aujourd'hui, vous êtes la clé de voûte, ou alors la courroie de transmission des internationaux qui jouent au basket et qui souhaitent naturellement poser un acte citoyen ou social au Cameroun. Vous êtes toujours au creuset de tous ces camps qui sont organisés, que ce soit à Yaoundé, à Douala. Quelle relation avez-vous avec ces internationaux camerounais? Oui, je pense que c'est important que ceux qui ont été encadrés ici, qui vont plus loin, pensent à rendre un peu ce qui leur a été donné, et on les encourage dans ce sens-là à mettre des initiatives. Vous savez, c'est pas évident pour ces joueurs qui sont professionnels, parce qu'ils pensent à leur carrière, ils pensent à trouver un bon club, à toujours s'améliorer dans leur jeu, et ils n'ont pas forcément du temps pour penser à autre chose. Donc c'est notre travail, je pense, de venir les assister dans ces projets pour leur dire écoute, si tu as une idée de projet, voici comment on peut développer, ou si tu n'as pas d'idée, voici ce qu'on te propose, voici ce qu'on peut faire effectivement pour développer la base ici. Donc nous, on veut apporter ces conseils-là, on veut aider à la mise en œuvre de leur projet, et aussi on leur propose de faire tout cela en toute transparence, évidemment, pour qu'ils puissent être sûrs que ce qu'ils essayent de faire va aller
à son terme et que ça sera bien mené vraiment en toute transparence. Ce sont ces solutions-là que nous essayons de mettre à leur disposition. Je profite pour parler rapidement d'une action, par exemple, qui a été faite hier avec la fondation Bahamouté, où à Ezeka, il y a un pôle de basket qui est en train de se mettre aujourd'hui à la suite du volley au niveau de la gare, et qu'il y a quelque chose qui se met en place là-bas et où on essaye avec la diaspora ressortissant d'Ezeka, avec la fondation, d'appuyer le mouvement. Et par rapport à ça, on a fait parvenir 4 panneaux flambants neufs de basketball pour l'académie là-bas pour qu'ils puissent développer. Pourquoi? Parce qu'on a eu les rendus. Un enfant de 8 ans est découragé parce que l'anneau est trop haut. Si l'anneau ne peut pas être réglé, du coup le coach hésite même à faire shooter ses enfants parce que quand ils ne marquent pas, la balle n'arrive pas, ça les décourage. Donc avoir un anneau qu'on peut régler qui est bas pour que l'enfant puisse marquer, être encouragé, c'est des petits éléments, mais c'est des éléments essentiels pour le développement de la discipline. C'est un exemple d'action comme ça qu'on peut mener. Alors aujourd'hui, quel regard portez-vous du basketball au Cameroun? Quel est le regard que vous portez du basketball? Le basketball au Cameroun a un énorme potentiel. Je dirais même que si on travaille très bien après le football, ça peut être clairement la deuxième discipline, parce que quand on voit l'amour des jeunes pour cette discipline-là, il y a énormément de choses à faire. Et en plus, comme je dis, Dieu nous a donné du talent, parce que quand on voit ce que les enfants font quand ils sont encadrés, c'est extraordinaire. Quand on voit même la réussite aujourd'hui au plus haut niveau des personnes qui sont parties d'ici, on se dit c'est possible. Donc nous avons le potentiel. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est améliorer l'offre infrastructurelle et avoir plus de compétition encore. Ça va nous permettre d'avoir plus de résultats encore à l'international et de former davantage de talents. C'est cela, mais le potentiel, il est là, et c'est ce qui nous encourage beaucoup à continuer d'essayer de faire quelque chose, parce que on voit qu'il y a vraiment à faire. Parlons de cette œuvre infrastructurelle. Le Cameroun est devenu une terre d'accueil des compétitions internationales. D'ailleurs, il y a une qui se prépare à ce mois de février, l'ouverture FIBA. Et le Cameroun abrite toujours des compétitions africaines. Et parlez-nous un peu comment ça se fait, comment vous parvenez à ramener ces compétitions continentales sur le sol camerounais. Oui, on parle d'infrastructure, et là, le Palais des Sports nous aide. L'avènement du Palais des Sports en 2009 a complètement changé le panorama ici et nous a rendu beaucoup plus attractifs, parce que si vous regardez avant ça, le Cameroun n'avait accueilli en basketball que la zone 4 en 2003 pour au Mateko à l'époque. Et d'ailleurs, on s'était bien moqué de nous parce qu'il avait plu à des moments dans ce match contre le Gabon. Mais depuis 2009, on peut remarquer le nombre de compétitions de haut niveau que le Cameroun a pu abriter, avec un sommet pour l'Afro-Basket 2015 qui n'est pas innocent, puisque c'est cela qui fait que FIBA nous propose aujourd'hui, 6 années seulement plus tard, en 2021, d'abriter à nouveau l'Afro-Basket féminin. Et entre-temps, on a accueilli énormément de compétitions ici, de zones de qualification, Coupe du Monde, de qualification Afro-Basket. Et tu viens de le dire, nous avons l'insigne honneur d'abriter du 19 au 21 février la fenêtre de retour, pas seulement pour notre poule, mais la poule B aussi, parce qu'on va avoir une équipe mythique comme l'Angola qui va se retrouver ici, le Sénégal, qui vont jouer chez nous ici, et c'est extraordinaire. Je crois que c'est parti pour que le Cameroun soit véritablement, demeure et soit davantage une terre d'accueil des compétitions de très haut niveau. Parlons-nous des préparatifs de ces compétitions. Comment la Fédération camerounaise de basketball, où vous êtes d'ailleurs membre du conseil d'administration, se prépare pour accueillir ces différentes phases de compétition qui sont à l'horizon?
Nous sommes en plein préparatif déjà pour cette fenêtre, compte tenu du contexte, on le sait, parce qu'il va falloir utiliser le système de bulles que FIBA recommande, donc d'avoir toutes les délégations dans un même hôtel, avec tout ce suivi, d'avoir tous les tests qui puissent être pratiqués, de respecter toutes des mesures qui ont été aussi bien édictées par l'OMS que par FIBA, donc on sera en plein dedans et je pense qu'on nous fait confiance aussi parce qu'on était les premiers dans ce contexte à organiser une compétition. C'était, tu te souviens, les préqualifications pour le Tchad que nous avons géré ici avec brio, ou même jusqu'à la retransmission directe par live streaming, on a assuré. Et donc par rapport à ça, il y a eu le satisfecit de FIBA qui a décidé de continuer à nous faire confiance et on va travailler davantage pour que chaque fois ça puisse bien se passer. Là, il y aura peut-être un nouveau challenge avec un minimum de public à gérer, à abriter et être rigoureux pour pouvoir respecter donc les mesures de distanciation. Aujourd'hui, Yves, on s'achemine vers la fin de cet entretien. Vous aviez l'expertise, non seulement pour le basketball, mais pour le sport en général. Mais il y a quand même dans votre vie, depuis votre enfance, deux personnes qui vous ont marqué. Je viens là parce que je ne pouvais pas sortir d'ici sans vous le poser. Il y a deux dates que je vais vous ramener. Le 13 mars 2014, vous vous en souvenez avec votre grand-mère. Cette date, c'est le décès. Et naturellement, le 15 janvier 2016, deux dates un peu difficiles dans votre vie. Vous perdez votre papa en 2016, c'est votre grand-mère le 13 mars 2014. Comment vous avez vécu ces événements, des personnes qui vous étaient vraiment chères et qui vous ont propulsé, encouragé à pratiquer cette discipline? Effectivement, 2016, c'est mon grand frère d'ailleurs, le commissaire Gérard Awana, voilà, qui passe. C'était difficile parce que c'était soudain aussi, parce que c'est un accident de circulation. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez parlé, il n'y a pas de problème quelques jours avant. Et donc, quand ça arrive, c'est difficile. Et aussi, un peu parce que c'est dans la famille, la génération la plus proche, c'est-à-dire que c'est celui... Appelez votre papa parce que c'était quelqu'un qui vous était véritablement... Absolument, parce que c'est lui qui est mon premier frère devant moi, donc j'ai une grande sœur au milieu, entre les deux. Donc forcément, il y avait plus de liens avec lui qu'avec les autres, où l'écart d'âge était beaucoup plus grand. Et aussi, c'était un passionné de sport, naturellement, basketteur avant moi, que j'ai plus suivi que les autres, parce que les autres, ils avaient déjà joué, ils étaient peut-être ailleurs, hors du pays, mais lui, il avait joué junior ici, et donc j'avais pu voir quand même ses matchs, même si malheureusement il avait raccroché très tôt, mais il restait quelqu'un qui suivait assidûment ce que je faisais, et donc arrivait avec les conseils pour les choix des clubs, pour l'amélioration de mon jeu, etc. Donc, forcément, c'était quelqu'un de particulier. Et votre grand-mère, le 3 mars 2014, c'est votre grand-mère, Madame Veuve Tchalo Ouna, qui décède aussi. C'était aussi quelqu'un de très cher pour vous. Oui, absolument, parce que elle suivait assez près ce qu'on faisait, même si elle n'encourageait pas trop la discipline, le sport, mais c'était toujours un combat par rapport au sport. Mais évidemment, c'était tout un enseignement parce que c'était une enseignante et quelque part le métier d'enseignant vient de là et de papa forcément, donc qui avait ce regard de l'enseignant et qui nous a un peu transmis tout ça.
Aujourd'hui, le Cameroun compte beaucoup d'internationaux. On a Pascal Siakam, on a Lumba Mouté, on a Gaston, on a eu Gaston Essengue, Joel Embiid pour ne citer et Ramsès Longlac, des basketteurs, mais qui parfois n'arrivent pas à rejoindre la sélection nationale. Quel est le véritable problème pour ces joueurs? Bon, le problème, il est à plusieurs niveaux. Déjà, on va dire qu'on n'a pas aussi bien au basketball coordonné ça qu'au football, où il y a des fenêtres harmonisées avec toutes les fédérations dans le monde, avec des espaces qui peuvent être aménagés. Au basket, il y a des ligues privées qui sont très puissantes, avec lesquelles la FIBA n'a pas encore pu trouver les accords, ce qui fait que on peut avoir des fenêtres FIBA pendant que ces championnats se jouent. Et comme les joueurs sont payés là-bas très cher, évidemment, ils vont être avec leur club pendant ces périodes. Le reste, c'est les grandes périodes, des grandes vacances, etc. Comment s'organiser à ce niveau-là? Et c'est là qu'il faut mener toute la réflexion. Mais je pense que la base part de quoi? La base part des contacts avec les agents, avec la famille, avec les clubs, et bien à l'avance pour pouvoir, parce que c'est souvent ça le problème. Même avec les universités américaines, c'est difficile. Par exemple, on a l'afro-basket féminin. C'est maintenant qu'on prend la disponibilité des filles qui doivent jouer. Il faut pas qu'on se dise que parce que en septembre, l'école n'aura pas recommencé. Non, les universités font des plannings complets là-bas et il faudrait déjà discuter avec les coachs aujourd'hui de la participation de ces athlètes-là à ces compétitions. Et c'est donc cette planification aussi qu'il faut, ces discussions, parce que vous comprenez que pour certains clubs, vous avez vu comment ces clubs eux-mêmes managent leurs joueurs. Vous avez vu que Joël, par exemple, ne joue presque pas en back-to-back. Les matchs où on joue aujourd'hui, on joue le lendemain, très souvent on le préserve, on le met de repos. Ça veut dire qu'on le prend chez les Sixers comme un neuf. Hein. Et donc, forcément, loin de leur regard, ils ont des appréhensions, c'est normal. Donc, il faut les rassurer par rapport à un certain nombre de choses pour que c'est comme un investissement pour eux, soit protégé. Donc, ce sont ces éléments-là sur lesquels il faut travailler. Après, je pense que si c'est fait, naturellement, ça va se faire. Je me souviens d'une phrase de Pascal ici, lors de son camp, où il était avec son boss Ujiri Masai, le Nigérien. Il a dit, mais voilà, s'il dit tu es autorisé à te déplacer, dès le lendemain, je suis dans l'avion pour venir jouer. Donc, je pense que c'était assez clair. Voilà. Voilà, merci à Yves. On va sortir de cet entretien. S'il y avait un message à donner à ceux qui vous regardent sur le basket, sur les compétitions africaines, sur les compétitions internationales, ce sera lequel? Suivre cette actualité. Merci à vous, Yves Tchala, président de la Ligue régionale de basketball du centre et expert FIBA, l'homme qui a l'expertise adéquate pour vous donner certainement des connaissances que vous ne savez pas en sport, pas seulement dans le basketball. Merci à vous, chers téléspectateurs de Mboa, de nous avoir suivis, certainement dans nos prochaines éditions. Bonjour, bonsoir.